Merci. Vous me pardonnerez, je suis un peu malade, donc j'ai ma boîte de Kleenex avec moi. Je vais essayer de ne pas me moucher dans le micro, je vous promets. Donc bonjour à tous, merci d'être là, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Cédric Relfi, j'ai 33 ans et je suis donc journaliste. Ma particularité, donc, c'est... pas de particularité spéciale, c'est stressant de parler devant les gens. C'est mieux à la radio, il n'y a personne dans le studio. Voilà. Donc on m'a demandé de parler de mon parcours et bien que je ne pense pas être un héros, loin de là, je vais essayer de vous le présenter et de me plier à cet exercice qui est quand même assez difficile. Parler de soi-même, c'est quand même pas évident. Et donc on va commencer par le commencement. Je suis né en 1980 à Bordeaux. Je suis donc un MRE. Je suis un Bordelais. Papa était illettré, il venait de la campagne. Il était hémiplégique, paralysé de la moitié du corps. Et il était ouvrier au Grand Moulin de Paris à Bordeaux. Maman, elle avait fait le certificat d'études, c'est-à-dire qu'elle était partie jusqu'au CM2. À l'époque, ça suffisait pour travailler. Et puis, aujourd'hui, on en est loin. Hein, on en est loin du certificat d'études. Et puis, elle a préféré rester à la maison, s'occuper de moi et de mes 7 frères et sœurs. Alors, on n'a pas vécu dans une cité, au milieu de la violence. Alhamdoulilah. Mes parents, avec leurs faibles moyens, ont réussi à nous acheter une petite maison dans un lotissement où toutes les maisons sont pareilles. Elles sont toutes roses avec une ligne blanche. Et il y a des arbres plantés en rang. Et il n'y a pas de bruit. Voilà. Ça, c'est le décor. C'est pour vous planter le décor. Alors, au début, je voulais vous parler de journalisme, de l'exercice de la liberté d'expression au Maroc. Je voulais vous parler aussi de l'exercice du métier de journaliste. Mais finalement, je pense que c'est peut-être plus intéressant de vous parler d'engagement, de militantisme, d'implication, d'entrepreneuriat, de syndicalisme. Bref, tout ce qui est fait ensemble, de faire ensemble, de construire ensemble quelque chose. Parce que quand j'ai commencé à écrire cette présentation, je me suis rendu compte que finalement, c'est ce qui avait le plus marqué ma vie jusque-là. Donc j'ai essayé de chercher un point de départ à cela. Ça n'a pas été évident. Le point de départ de cela. Quand est-ce la première fois où j'ai été impliqué dans une association? J'ai essayé de chercher, et je crois que ça remonte au judo. Donc à 6 ans, j'ai fait du judo dans un club qui s'appelait le club municipal de Florac de judo. C'est un club municipal qui est régi de manière associative, c'est-à-dire que c'est les parents qui font vivre ce club, c'est les parents qui décident du prix qu'il faudra payer, c'est les parents qui vendent les kimonos aux autres parents d'occasion, des kimonos d'occasion, c'est les parents qui lavent les kimonos de tout le club une fois à tour de rôle, c'est les parents qui emmènent les enfants des uns et des autres aux compétitions. Donc j'ai grandi là, j'ai fait du judo, après j'ai fait du rugby, pareil, au club municipal de Florac. Et c'était pareil, même organisation, beaucoup plus associatif, puisque quand on dit rugby, on dit clubhouse. Et clubhouse, comment dire? On fait la fête en plus, voilà. Il y a un troisième mi-temps, comme vous le savez, au rugby. Donc voilà, c'est quand même un peu bizarre de commencer par le sport pour vous parler d'engagement, mais en revenant en arrière, c'est parce que voilà, il y avait ce bouillon de culture où il y a de l'associatif finalement partout. Donc continuons. Je suis rentré en école primaire, et puis en 1986, j'ai eu un petit frère qui est né, alhamdoulilah, il s'appelle Sofiane, et quelques années après, 2-3 ans après, mes parents ont voulu faire... Vous avez compris ou pas? Il y en a qui n'ont pas compris? Expliquez-leur. Donc ils ont voulu le circoncire et il fallait faire la fête, et d'habitude on fait la fête à la maison, et mes parents, j'avais 9 ans, je les ai entendus parler, ils disaient ouais, il y en a marre, quand on fait la fête à la maison, on est les uns sur les autres, c'est pas évident, ce serait mieux de le faire dans une salle. Alors petit Cédric prend son plus beau stylo bille
arrache une feuille grand carreau avec une marge en rouge de son cahier et écrit à Monsieur le maire. Monsieur le maire, je viens d'avoir un petit frère qui s'appelle Sofiane, on lui a coupé le zizi, il faut faire la fête. Surprise, le maire répond favorablement à ma demande et nous offre une salle pendant tout un week-end pour faire la fête en famille. Je pense qu'il a été très touché, mais en tout cas, ce jour-là, j'ai compris que l'homme politique est au service de ses concitoyens et il ne se sert pas de ses concitoyens. Ça ne doit pas être l'inverse. C'est l'homme politique qui est au service de ses concitoyens et surtout que le bien public appartient au public. Il n'appartient pas à quelqu'un, à un clan, à une personne en particulier. Il appartient à tout le monde. Vous pouvez continuer à applaudir, ça me fait respirer en même temps. Merci. Alors, je suis mes notes, je n'ai pas tout appris par cœur. Donc quelques mois plus tard, je grandis, j'arrive au collège et on est en pleine guerre de Bosnie. À la télévision, il y a Sarajevo, ville que je ne connais pas, qui est une ville martyrisée, beaucoup de morts. Et puis je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on ne pouvait pas sortir dans la rue à Sarajevo sans se faire tirer dessus. Il y avait des snipers dans des tours. Ça m'avait beaucoup touché. Et, encore une fois, j'ai arraché une feuille grand carreau avec une marge rouge. J'ai pris mon plus beau stylo Bic. Et cette fois-ci, je n'ai pas écrit au maire, j'ai écrit au président François Mitterrand. Et mes parents, il n'y avait pas Internet à l'époque, venaient d'acheter une encyclopédie dans laquelle il y avait des facsimilés des grands textes des droits de l'homme. Et notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je l'ai lu, j'ai écrit ma lettre sur la base de cette DD, Déclaration universelle des droits de l'homme. Et un jour, je vais chez le dentiste. Ma mère me traîne chez le dentiste plutôt. Je suis en kimono, il y a un goûter, il y a le courrier, il y a les courses et les enfants sous le bras. Et on arrive chez le dentiste, on s'assoit chez le dentiste et ma mère me donne une lettre. Sur cette lettre, en haut à gauche, Monsieur le Président de la République. À 12 ans, donc, moi, j'étais persuadé d'avoir arrêté la guerre en Bosnie. Il m'a dit, j'ai été très touché, on va faire tout ce qui est possible pour arrêter la guerre en Bosnie. Du coup, moi, je vais au collège, je leur ai fait les mecs. Bon, après, il a fallu désenfler un petit peu. Hein, mais bon, pour le moment, pendant une semaine ou deux, j'y ai vraiment cru. Les années passent, je suis toujours au collège. Je fais toujours du rugby, je fais toujours du judo et je fréquente en plus la mosquée de Bordeaux pour faire des cours d'arabe 3 fois par semaine, des cours de Coran, des cours d'arabe, des cours de religion, cours qui sont donnés par des bénévoles. Mercredi, samedi, dimanche. Encore l'associatif. Toujours au collège, c'est un collège privé catholique, je rencontre un prêtre. Il se trouve qu'il est fan du monde arabo-musulman. Il rencontre un petit arabe et il commence à venir me voir, on papote. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, celui-là, il veut venir me convertir, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, il voulait juste un verre de thé, donc on s'est assis, on a bu un verre de thé. Et ce curé m'a dit il m'a expliqué le terme xénophobie. La peur de l'étranger. Xénophobie, c'est un synonyme de racisme. Et il me dit, tu sais, c'est dit que les gens ont peur des Arabes parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc moi, ce que je te propose, c'est viens dans mon église et présente-leur ta religion. Dis-leur que tu ne manges pas de porc, que tu ne bois pas de vin. Explique-leur les piliers de l'islam. C'est ce qu'on a fait. Et donc, un dialogue œcuménique, c'est l'œcuménisme. Je leur ai présenté ma religion, ils m'ont présenté la leur. Ça s'est arrêté là. On a noué des liens, on s'est connus. Merci. Donc on arrive au lycée et donc j'arrive en seconde, je me fais élire délégué de classe, mais c'est pas suffisant. Je rentre aussi dans les commissions du lycée, commission hygiène, santé, sécurité, commission des finances,
et plus tard au conseil d'administration de ces lycées. J'obtiens des petites choses, faisant le relais de ce que j'entendais auprès de mes camarades, des petites choses, pas grand-chose, des horloges dans les salles d'examen, pour que quand on passe un examen, on sache qu'il nous reste 10 minutes. Ce genre de détails. On obtient plusieurs choses, et parallèlement, je continue. Non, j'arrête le judo à la ceinture marron, j'arrête le rugby, et je deviens, à ce moment-là, arbitre de rugby. Je fais des formations, je fais des examens, et je deviens le plus jeune arbitre de France de rugby à l'âge de 15-16 ans. En plus, j'ai un super parrain, puisqu'aujourd'hui, c'est ce monsieur, c'est lui qui rédige les règles du rugby français, Joël Dumais. Toujours pendant le lycée, j'ai beaucoup d'activités associatives et je fréquente aussi mon association de quartier qui a un objectif très simple. On s'est rendu compte que dans mon quartier, les gens avaient vieilli et que finalement aujourd'hui, ils venaient juste pour dormir dans leur maison. Ils ne se parlaient plus. Ils venaient le soir, ils garaient leur belle voiture dans l'allée, ils allaient dormir et le matin, ils ressortaient. Et on s'est dit, c'est dommage, on a une communauté avec un lotissement en forme de U, une entrée, une sortie, des gens qui font partie d'un seul et même cercle et qui ne se connaissent pas. On va créer du lien social. Donc on a organisé des petites actions de rien du tout, sans argent. Par exemple, la première s'appelait « Mon voisin, cet artiste ». Chaque voisin qui avait un petit hobby, coudre, peindre, sculpter ou autre, dessiner, pouvait participer à cette exposition. Et donc on a fait une exposition de rue, Mon voisin, cet artiste, avec cet unique objectif, faire que les gens puissent se parler. On a fait également des vides-greniers, on a fait des repas de quartier, et puis au bout d'un moment, pour pérenniser cette action, on a décidé de vendre du pain, tout simplement le dimanche matin, le pain et le journal, pour qu'on ait une occasion de se voir une fois par semaine autour d'un café. C'était juste un prétexte, la vente de pain et de journaux. On n'a pas fait d'argent dessus. C'était un prétexte pour pouvoir se rencontrer. Arrive le lycée, donc. Et mon lycée est choisi par le ministère de l'Éducation nationale, à l'époque, pour un projet pilote qui consiste à transformer les foyers socio-éducatifs en maison des lycéens, en sachant qu'un foyer est géré par l'administration de l'école et qu'une maison des lycéens est une association gérée directement par les lycéens. Et figurez-vous que, encore une fois, je me présente à ces élections, je deviens président de la maison des lycéens. On organise plein de choses, je vous passe les détails. Et un jour, notre lycée est envahi. Il est envahi par des lycéens d'autres lycées qui viennent et qui foutent le bazar, qui cassent des vitres. Donc je sors et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, si vous voulez parler, vous savez, c'est avec la bouche que ça se passe, pas avec les mains. Donc exprimez-vous clairement et puis peut-être qu'on vous écoutera. Donc de ce moment-là, c'était en 98, les manifestations à Bordeaux étaient les plus grosses en France, les manifestations lycéennes, et Bordeaux était devenu le centre névralgique à la place de Paris pour l'organisation des manifestations lycéennes. De ce moment-là, donc on organise un mouvement qui s'appelle le mouvement lycéen bordelais. On obtient ce qu'on demande, à savoir la rénovation des salles de classe qui étaient dans de piteux états. Dans mon lycée, par exemple, il y avait une fille qui avait été blessée parce qu'un spot était tombé sur sa tête en salle de sport. Donc on demande la réparation des locaux et on demande également plus de démocratie lycéenne. On est entendu, sont créés des degrés, des hiérarchies de démocratie lycéenne qui sont encore en place aujourd'hui. Et je quitte le lycée parce que j'ai mon bac. Le recteur me rappelle, le recteur de l'académie me rappelle et me dit, écoutez, monsieur le ministre de l'Éducation, Jack Lang, a entendu parler de vous et on voudrait mettre en place un projet pilote de correspondant académique à la vie lycéenne. Vous ferez le relais entre les élus lycéens
et le recteur. Vous serez en charge de l'organisation d'assises, vous serez en charge de remonter l'information jusqu'à eux. Bon, ben, soit je fais office. En même temps, je suis syndicaliste à l'UNL, l'Union nationale lycéenne. Plus tard, je serai aussi syndicaliste à la CFDT, puisque je serai pion, enfin, surveillant d'externat, comme on dit proprement, et non pas pion, surveillant d'externat, et donc j'intégrerai la CFDT. On n'a pas fait de grève, mais on se voyait régulièrement pour réinventer le monde, pour chercher de nouvelles pistes pédagogiques, enfin voilà, tout ce travail intellectuel. Parallèlement à ça, une fédération d'éducation populaire. Alors l'éducation populaire, pour vous faire grosso modo le portrait de l'éducation populaire, c'est l'éducation non conventionnelle, dont le mot a été inventé par Léo Lagrange, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports en 1936 en France, sous le premier gouvernement de gauche qui s'appelait le Front populaire. Léo Lagrange, donc, a eu, à ce moment-là, en 1936, une idée révolutionnaire, faire en sorte que plus une ville, plus une commune n'ait pas sa bibliothèque, son stade, sa piscine, enfin bref, tout ce qui fait qu'un enfant ou un jeune adulte peut se développer. Du sport, de la culture, et puis des activités et des loisirs également. En sachant que l'éducation conventionnelle, elle, est bien laissée à l'éducation nationale. Donc je deviens administrateur de Léo Lagrange Sud-Ouest. On gère des colonies, on organise des colonies, on fait des formations. BAFA, BAFD. BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, BAFD, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Et puis après, le maire de ma ville me rappelle et me dit, Monsieur Ralfi, vous êtes jeune, vous êtes motivé, ce serait bien que vous fassiez de la politique. Au début, je me suis un petit peu méfié. Je vous avoue. Je me suis un petit peu méfié, surtout quand il m'a dit, tu sais, je suis un homme du Sud comme toi. Et les hommes du Sud, ça doit se serrer les coudes. Bon, après, il me plantera un couteau dans le dos, mais c'est pas grave. Bon, j'aurais été au Parti Socialiste, au Parti Communiste. Grosso modo, j'ai arrêté la politique depuis à peu près 12 ans maintenant, 12-13 ans. Plus du tout de politique. Mais bon, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'était de l'associatif comme consommateur de ces actions, du culturel, du sportif, du syndicalisme, de la politique. Et aujourd'hui, j'ai créé une petite maison d'édition qui s'appelle Édition Ovale. Tout ça, c'est ce qui permet de créer un homme, les citoyens de demain. Mais aussi ceux qui sont là aujourd'hui. Ça permettra de vous enrichir intellectuellement, psychologiquement, physiquement, de vous enrichir aussi de la monnaie. Parce que quand vous faites partie d'associations, de syndicats, enfin, de tout ce que vous voulez, d'entreprises, où vous créez ce qu'on appelle un réseau. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est un réseau social. Il y a 10 ans, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, il fallait aussi un réseau social pour pouvoir travailler. Il fallait connaître, il fallait un cousin qui connaît un cousin, qui est un ami, qui est dans telle association ou dans telle société et qui peut nous trouver une solution à nos problèmes. Réseautez pour vous, enrichissez-vous, mais surtout faites quelque chose. Et ce que je voulais vous dire, c'était engagez-vous. Engagez-vous, ça ne veut pas forcément dire des grandes choses. Vraiment pas forcément des grandes choses. Ça peut être vraiment des petites choses. Je vous ai enlevé plein de détails de ma présentation, mais je rencontre beaucoup de jeunes à Casablanca. Oui, alors, en fait, je vous ai fait un parcours français, mais ça fait 7 ans que je suis installé au Maroc et j'ai également milité dans une association qui s'appelle ACID, l'association pour l'intégration et le développement durable, qui a créé 2 écoles à Tasmit, Jebel Tasmit du côté de Bni Mellel, et également au boulevard des jeunes musiciens, tout le monde connaît le boulevard, dont j'ai été le trésorier pendant 2 ans. Donc je vous disais, engagez-vous, que ce soit politiquement, que ce soit associativement, que ce soit... Il y en a qui vont croire que c'est mal vu de dire syndicaliste,
Mais engagez-vous, soyez syndicaliste, pourquoi pas. Faites de la politique, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Il faut s'enlever les doigts de... et aller dans l'engagement. Je vous disais, il ne faut pas forcément des grands projets. Je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent, moi je veux révolutionner l'associatif, je vais créer un grand mouvement. On va créer un grand mouvement avec des centaines de milliers de personnes et on va combattre la pauvreté au Maroc. Non. Commençons à petite échelle. J'ai vu des gens, sans argent, avec 10 minutes par jour, sauver des centaines de personnes. Tout à l'heure, je voyais du pain, tout simplement. Vous savez que chaque boulangerie jette du pain le soir. Il n'y a pas une boulangerie qui fait pile poil le nombre de pains qui va être vendu. Si vous allez voir, par exemple, ces boulangers, et que vous leur demandez le soir de vous laisser ces stocks d'invendus, vous pouvez être un relais entre ce boulanger et des gens nécessiteux. Pas d'argent, pas de gros projets, juste 10 minutes par jour. Engagez-vous et vous verrez, c'est vous que vous enrichisserez, enrichisserez, mais aussi les autres. Merci beaucoup.